Bonjour à tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. Voici tout d'abord, comme chaque semaine, en quelques secondes, le bilan de 7 jours d'infos. L'État islamique menace d'envoyer 500 000 migrants en Europe depuis la Libye et créer ainsi un chaos en Méditerranée pour empêcher l'Europe d'intervenir en Libye. Des dizaines de milliers d'Argentins ont défilé à l'appel de plusieurs procureurs qui ont organisé des marches silencieuses en mémoire de leur collègue Alberto Nisman. Le Danemark se remet des attentats de Copenhague. Des milliers de personnes ont marché dans la rue en signe de solidarité avec les victimes. Le cessez-le-feu en Ukraine a été violé plusieurs fois à l'Est. Les deux parties se renvoient la responsabilité. Il y a un an, le monde avait les yeux rivés vers la place Maïdan à Kiev et ses espoirs de changement. Depuis, l'Ukraine est en proie à des violences et à une guerre civile. Avec nous pour en parler, Vladimir Solhruy, bonjour, merci d'être avec nous. Un cessez-le-feu a été déclaré. Est-ce qu'il est vraiment effectif ? Eh bien, la situation dans l'est de l'Ukraine est très compliquée. Juste après la déclaration du cessez-le-feu, la ville de Debaltsev était encore aux mains des militants pro-russes et l'armée ukrainienne était toujours sur place. Cette ville, Debaltsev, est une ville qui a beaucoup d'importance stratégique pour les pro-russes, puisque c'est un hub de transportation et les combats pour cette ville ont duré plusieurs semaines. Il y a quelques jours, les combats dans l'est de l'Ukraine se sont largement calmés, bien sûr. Il y a toujours des tirs, mais pas autant que lorsque la ville était encerclée par les militants pro-russes et les troupes ukrainiennes étaient piégées à l'intérieur. On a un peu l'impression que Vladimir Poutine n'est pas prêt à renoncer à l'est de l'Ukraine. Est-ce que le gouvernement de Kiev est prêt à vivre avec cette réalité ? Malheureusement, le peuple ukrainien et le gouvernement ukrainien savent que la Russie ne reculera pas si facilement, puisque toute cette crise a commencé quand les manifestants de la place Maïdan, ici, il y a un an, ont renversé le président Yanukovych, qui était en quelque sorte la marionnette de la Fédération russe. Après son renversement, l'Ukraine était prête à se rapprocher de l'Europe, de l'Union européenne et même de l'OTAN. Mais la Russie n'a pas accepté cela. Donc toute cette crise a commencé parce que l'Ukraine voulait se rapprocher de l'Union européenne. D'un côté, ni le gouvernement ukrainien ni le peuple ukrainien ne veulent laisser la Russie prendre le territoire de l'Est de l'Ukraine, comme elle a pris la Crimée en mars dernier. Mais d'un autre côté, ils comprennent que sans compromis, la Russie ne s'arrêtera pas. Alors vous parliez des événements de la place Maïdan. Une année s'est écoulée depuis. Est-ce que vous pouvez dire en quoi Kiev est différente aujourd'hui ? Eh bien, avec la guerre dans l'est de l'Ukraine contre les militants pro-russes, Kiev, la capitale de l'Ukraine, a beaucoup changé. Tous les jours, on voit des soldats ukrainiens qui sont rapatriés ici depuis l'est du pays. Tous les jours, on entend de plus en plus de nouvelles sur la mort de soldats et de civils. On entend des choses sur la crise humanitaire à l'est de l'Ukraine. Il y a aussi un grand flux de réfugiés qui arrivent ici des zones de combat. Donc au cours de la dernière année, la capitale ukrainienne vit sous pression dans cette crise et réalise que la première bataille qui a été menée ici au centre de Kiev il y a un an n'était que la première étape pour l'indépendance de l'Ukraine et que le combat continue à l'est. Tout le monde essaie de contribuer à ce combat comme ils le peuvent. Qu'est-ce que vous inspire les réactions aux États-Unis et en Europe ? Vous pensez que l'Occident devrait armer l'opposition à la Russie ? Les gens dans la rue espéraient que les pays européens aideraient l'Ukraine militairement, mais malheureusement, tout ce qu'ils ont vu ici, c'est des leaders s'exprimer sur leur inquiétude, des discussions légères avec la Russie, des sanctions imposées par étapes et qui, finalement, ma foi, n'ont pas donné leurs fruits. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir d'être avec vous. Cette semaine était organisé à Tel Aviv le congrès annuel de l'Institut pour la sécurité nationale. Parmi les orateurs à la tribune, un invité de marque, l'ancien représentant de Bill Clinton au Moyen-Orient, l'homme qui a tenté d'arracher un accord de paix entre Ehud Barak et Yasser Arafat à l'été 2000. Bonjour Denis Ross. Merci à vous. Vous avez été très impliqué dans le processus de paix israélo-palestinien, mais ça n'a pas suffi à apporter la paix. Pourquoi ? Eh bien, je pense que la raison principale de l'échec, c'est que les deux côtés ont du mal à s'entendre. Je ne pense pas que l'on puisse rejeter la faute sur l'un des deux partis. Dans le passé, on l'a vu que plusieurs fois, lorsque les États-Unis et Israël avaient fait des offres, eh bien, les Palestiniens n'y avaient soit pas répondu, soit disaient non. Aujourd'hui, il n'y a aucune négociation. Il y a un manque de confiance complet entre les deux parties.
did not give an answer or said no, I think now you don't have any negotiations at all. I think you Et have je pense que tout ça explique pourquoi les opinions publiques israéliennes et palestiniennes ne croient pas qu'une solution est possible. Il y a des sondages qui montrent que 69% des Israéliens veulent une solution de 2 États et 91% croient que cela n'aura jamais lieu. 69% of Israelis want a two-state outcome and 91% believe it'll never Du happen. côté palestinien, il y avait avant une majorité qui souhaitait une solution à 2 États et aujourd'hui le chiffre a baissé. Tellement de temps s'est écoulé que les gens ont perdu espoir. Je pense qu'il n'est pas réaliste de négocier avant de réparer cela. The two sides have lost belief in each other and belief in a two-state outcome, and until you can restore that, the idea of negotiating an outcome, I think, is not particularly realistic. Et comment est-ce que vous jugez la politique de Barack Obama au Moyen-Orient aujourd'hui? Well, I think, look, it's the Obama administration is contending with a very wide set of challenges. Écoutez, je pense que l'administration Obama fait face à un grand nombre de défis. L'État islamique en Irak et en Syrie, l'islam radical, le Yémen, les problèmes en Égypte. Radical Sunni and radical Shia. And you have basic changes taking place all around where Je pense que l'approche pour laquelle l'administration Obama a opté, c'est une approche qui est faite plutôt pour contenir les menaces, plutôt que pour les détruire. Mais je pense que le plus grand défi de l'administration Obama, c'est que certains de ses alliés se demandent quelles sont réellement les intentions des États-Unis. is one that I think largely is designed to contain the threats as opposed to roll them back. Je pense que ce que l'administration américaine doit faire, c'est répondre à ceux qui se demandent si les États-Unis sont prêts à faire ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Je pense que oui, mais beaucoup d'alliés ont des doutes et il faut s'en occuper si on veut voir un changement dans les relations entre le Moyen-Orient et les États-Unis. A change in the character of the administration's approach to the region and how the region responds to the administration. Et concernant le leadership israélien et palestinien, est-ce que vous pensez que les deux gouvernements mènent leurs peuples respectifs vers la bonne voie, disons? Well, I'm worried that the Palestinians have chosen to focus more on Je suis inquiet du fait que les Palestiniens ont choisi d'internationaliser ce conflit plutôt que d'essayer de le résoudre les problèmes avec les Israéliens. Même si les choses sont difficiles avec les Israéliens, lorsque vous prenez la voie internationale, cela montre que vous êtes plus intéressé par la symbolique que par le concret, que vous êtes plus occupé à isoler les Israéliens qu'à changer leur comportement. Je ne vois pas pour l'instant d'objectif clair du côté palestinien qui pourrait les aider à avancer vers une solution à 2 États. Si c'est vraiment ce que veulent les Palestiniens, alors ils n'ont pas de stratégie pour y arriver pour l'instant. Aujourd'hui, vous dirigez le conseil d'administration du Jewish People Policy Institute et cette organisation travaille sur un plan d'immigration massive depuis la France vers Israël pour les Juifs. Quel est le plan pour convaincre des familles de quitter un pays en paix et développé et de venir au Moyen-Orient? Well, I think what the Jewish People Planning Institute has been trying to do is to create. Eh bien, ce que le Jewish People Planning Institute essaye de faire, c'est de permettre à ceux qui veulent partir de le faire. Vous savez, il y a des problèmes de standards pour certaines professions, par exemple. Si quelqu'un est médecin en France, peut-il venir exercer en Israël? Et de même pour les avocats, par exemple. What the JPPI has sought to do is focus on practical Donc, issues as le it but, relates c'est de to s'occuper de ces choses pratiques pour rendre le départ de ceux qui le veulent plus facile. Le JPPI s'occupe de beaucoup de choses différentes, comme le prix de l'immobilier, qui est un problème pour beaucoup d'Israéliens, également pour ceux qui souhaitent quitter la France pour Israël. Including the cost of housing, which is an issue for most Israelis and not just those who might want to be leaving France and coming here. Merci beaucoup, Denis Ross, d'avoir été avec nous. Tout le plaisir est pour moi. Les attentats de Copenhague de la semaine dernière ont violemment rappelé à l'Europe la présence de la menace terroriste sur l'ensemble du continent, y compris donc dans des petits pays qui ne font habituellement pas la une de l'actualité. Alors pourquoi le Danemark? Quelle est la situation sur place? Avec nous pour en parler, Jacob Scher, spécialiste danois du terrorisme. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Nous étions tous très surpris par ce qui s'est passé. Nous n'imaginions pas que la situation était semblable à celle de la France chez vous. Non, vous savez, il y a de la tension au Danemark depuis plusieurs années, surtout depuis qu'un journal danois a publié des caricatures de Mahomet en 2005. Pour beaucoup de gens ici, au Danemark, la question n'est pas de savoir si ça allait arriver, mais plutôt quand est-ce que ça allait arriver.
quand est-ce que le Danemark devrait faire face à la menace terroriste. Donc vous dites que vous n'étiez pas du tout surpris par ces attaques finalement? Écoutez, pour une société comme la société danoise, c'est toujours très surprenant quand quelque chose comme ça arrive et tout le monde est en état d'alerte depuis plusieurs jours. Mais je dirais que le sujet de la menace islamiste au Danemark est un sujet dont on parle ici depuis des années. Quelle est la situation de la communauté juive au Danemark? Est-ce qu'elle se sent proche du Danemark ou plutôt est-ce qu'elle envisage de partir en Israël comme celle en France? La communauté juive du Danemark est dégoûtée par cette attaque, comme tout le monde. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les médias et la police sont en train d'enquêter pour savoir exactement ce qui s'est passé lorsque le tireur a attaqué la synagogue. Et la raison de cela, c'est qu'il y a des rumeurs comme quoi les armes que portaient les gardes devant la synagogue ne fonctionnaient pas. Évidemment, si cela est vrai, c'est un énorme problème. Pour l'instant, l'enquête se poursuit et la communauté juive attend les conclusions de la police danoise comme tout le monde. Et qu'est-ce que vous pouvez dire de la menace islamiste au Danemark? Vous pensez que le gouvernement danois prend les bonnes décisions pour lutter contre la menace terroriste? Eh bien, au Danemark, ça fait plusieurs années que la menace islamiste est au centre des enquêtes de l'agence de renseignement danoise, la PET, qui analyse constamment cette menace et plus particulièrement celle des jeunes qui partent combattre en Syrie et en Irak et qui rentrent au Danemark avec des accès aux armes et à des réseaux d'islamistes qui pourraient les aider à mener des attaques terroristes. Avec cela, le gouvernement est aussi très impliqué et il vient de passer une série de lois antiterroristes dans le but de réduire la menace à travers la surveillance et les renseignements. Même avant l'attaque de Charlie Hebdo à Paris, le gouvernement danois avait passé une autre série de lois pour faciliter un processus de déradicalisation. Donc je pense que la sphère politique du Danemark fait très attention à la menace islamiste dans le pays. Merci beaucoup, Jacob Scher, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Il y a quelques jours, une vidéo d'un journaliste israélien filmé dans les rues de Paris en caméra GoPro a cartonné sur Internet partout à travers la planète. 4 millions de vues en un peu plus de 3 jours. Le journaliste Zvika Klein a simplement mis une kippa sur sa tête et s'est promené dans les rues de Paris. Et le résultat fait froid dans le dos. Il a reçu des insultes et des crachats. Bonjour Zvika Klein. Bonjour Julien. Pourquoi est-ce que vous avez fait cette vidéo? Je suis journaliste israélien et je couvre tout ce qui tourne autour du monde juif depuis pas mal d'années. Ces dernières années, je me suis beaucoup intéressé à ce sujet en Europe et en France surtout, depuis l'attentat de Toulouse en 2012. Je discute tous les jours avec des membres de la communauté juive et je voulais comprendre, en tant que juif qui porte une kippa, à quoi ressemble la vie d'un juif à Paris lorsqu'il marche dans la rue avec un signe juif. Je voulais voir si c'était dangereux, si on lui disait quelque chose. Mais vous connaissiez déjà Paris auparavant? Vous étiez déjà promené avec une kippa dans Paris? Je me suis déjà baladé à Paris, mais sans kippa justement, à cause des instructions de sécurité que j'ai reçues de la part des autorités, mais aussi de membres de la communauté qui m'ont dit qu'à moins qu'il s'agisse d'un quartier juif, je ne devrais pas me balader comme ça. Oui, mais objectivement, je connais bien Paris. Il y a de l'antisémitisme en France, mais est-ce que vous pouvez admettre que ça dépend des quartiers dans lesquels on se trouve? Bien sûr que ça dépend des quartiers. Je peux vous dire que les remarques les plus graves que j'ai reçues étaient dans des quartiers plutôt musulmans à Paris ou en banlieue parisienne. D'un autre côté, l'attentat de l'Hyper Cacher et celui de Charlie Hebdo n'ont pas eu lieu dans ces quartiers-là. Donc je pense que cela peut arriver partout. Qu'est-ce que vous avez ressenti en vous promenant avec une kippa sur la tête en France? J'ai ressenti de la peur, surtout après l'attentat d'Hyper Cacher qui a clairement visé des juifs. Contrairement à ce que le président Obama dit, le tireur est entré pour tuer des juifs. Donc en fait, on comprend que la kippa sur la tête est en quelque sorte une cible que les gens reconnaissent et qui peut les pousser à vous faire du mal. Lorsque j'étais dans les quartiers plus musulmans, j'avais vraiment peur. Les gens vous insultent, vous regardent, ne comprennent pas ce que vous faites là, comme si le quartier leur appartenait. On m'a aussi craché dessus. Ça fait tout de même peur. Est-ce que vous avez eu des réactions de la part des Français qui vivent en France? Oui, je pense qu'il y a deux choses. Les Français qui habitent ici en Israël se disent « Enfin, peut-être que la France voit et comprend maintenant ce qu'il se passe ici ». Et puis, il y a les médias français qui sont très critiques et qui disent que la vidéo est controversée. Ils ont des doutes sur la vidéo, ils disent qu'il y a eu du montage, que les quartiers que l'on voit ne sont que des quartiers musulmans, et c'est vrai, je ne le cache pas. La plupart de ces incidents ont eu lieu dans des quartiers musulmans. Mais j'ai envie de dire, c'est votre pays.
C'est un pays démocratique, et si un homme ne peut pas entrer dans un quartier de la capitale d'un pays démocratique, c'est qu'il y a tout de même un problème. C'est le message que vous vouliez faire passer? Je ne voulais pas passer un message, je voulais simplement comprendre ce qui se passe là-bas, mais c'est la leçon que j'en tire, oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et c'était Le Monde de cette semaine tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.